présenter comme introduction, ben, en fait, c'est le portrait des jeunes gamers et gameuses ainsi que leur habitude en ligne qu'on voit au Québec présentement. Donc, voilà, il y a quelques chiffres au niveau canadien que j'aimerais vous présenter qui a été fait par l'Association canadienne des logiciels du divertissement, donc en 2020. Donc, au Canada, c'est 23 millions de personnes qui jouent à des jeux vidéo. Il y a 89 des enfants et des adolescents qui s'adonnent également aux jeux vidéo. Pour ce qui est des adolescents, donc 60 de 13 à 17, des adolescentes de 13 à 17 et 90 des adolescents de 13 à 17 se considèrent comme des gamers et gameuses. Et étonnamment, l'âge moyen au Canada, c'est 34 ans. Donc, les gamers ont augmenté leur temps de jeu pendant le temps de la pandémie, mais moins de 2 des gens ont commencé à jouer à des jeux vidéo. Donc, il n'y a pas nécessairement plus de joueurs. Par contre, les joueurs jouent plus longtemps avec la pandémie. Le jeu les a aidés à garder, les a aidés émotionnellement et mentalement à garder contact avec leurs amis pendant la pandémie, puisque c'est avec les jeux ou avec les plateformes de discussion que ben, même toutes les personnes ont réussi à garder des contacts avec des gens. 65 des ados ont déclaré avoir une meilleure santé mentale grâce aux jeux vidéo, pas nécessairement avec la pandémie, mais plus en général. Pour ce qui en est au Québec, donc le temps moyen de jeu, c'est 14,5 heures par semaine chez les enfants et les adolescents. Il y a 85 des enfants et adolescents qui jouent à des jeux vidéo et l'âge moyen des enfants et adolescents qui jouent est de 12 ans. Et pour les adultes, l'âge moyen, c'est 37 ans, donc ce qui en revient un peu à la moyenne canadienne. Donc, en ce qui concerne les jeunes en ligne, l'augmentation de l'utilisation de l'Internet chez les jeunes va de pair avec l'utilisation de tous les réseaux sociaux, incluant aussi les jeux vidéo, donc que ce soit sur ordinateur, sur téléphone ou sur console, particulièrement les jeux de rôle qu'on appelle là, massivement multijoueurs, qui sont des jeux en ligne que tout le monde peut jouer ensemble et discuter. Il y a aussi les logiciels de messagerie instantanée et les sites de diffusion en direct, donc comme Twitch, qu'on va vous parler un peu plus tard, mais aussi sur YouTube où on peut faire des diffusions live sur Facebook également. En 2019, chez les 12-25 ans, c'est une moyenne de 1h47 par jour qui ont été consacrées seulement aux réseaux sociaux. Donc, c'est quand même beaucoup par jour seulement pour cette période-là. Donc, on peut s'imaginer un peu l'ajout d'heures en plus des jeux vidéo. Ici, c'est un petit tableau que je voulais vous présenter, là, justement, de l'étude qui avait été faite au Canada. Si on regarde, par exemple, chez les joueurs là, de 6 à 12 ans, il y a 95 des garçons qui jouent à des jeux vidéo. Il y en a un petit peu moins de 13 à 17 ans, donc 79 par contre, le nombre d'heures moyen de jeu est de 12 heures, tandis que chez les 13-17 ans, c'est 21 heures de jeu qui est consacré. Excusez-moi, c'est 95 là, des adolescents qui s'adonnent à des jeux vidéo. Donc, on peut remarquer qu'il y a vraiment une progression au niveau des adolescents, là, plus que les jeunes qui vont vraiment s'adonner aux jeux et qui vont passer plus de temps en ligne également. Pour ce qui est entrait des références des jeunes, bien que les jeunes risquent davantage d'éprouver un problème de santé mentale, ce sont eux, et particulièrement les jeunes hommes, qui recourent le moins à des soins pour traiter ce type de difficultés. On peut classer les ressources en deux catégories. Donc, premièrement, la ressource professionnelle qui indique donc de consulter un professionnel de la santé et les ressources informelles, donc consulter un ami de la famille, un collègue de travail, un enseignant, faire des recherches sur Internet, les lignes d'aide téléphoniques et aussi les groupes d'entraide. Pour ce qui a trait aux ressources professionnelles, c'est les médecins et les psychologues qui sont les plus consultés. Donc, les gens ils vont, ou les jeunes, ils vont aller voir vraiment pour parler de leurs émotions, parler de leur santé mentale ou parler de troubles de dépendance. Sinon, pour le côté informel, c'est plus les amis qui vont être consultés comme ressources, puis à propos des mêmes motifs aussi, là, émotions, santé mentale et dépendance.
J'en profiterai, Joël, pour dire pour Oui, ceux qui se demandent là, s'ils ont à prendre des notes, c'est des documents qu'on enverra par la suite à partir de la liste des inscrits aussi. Là. Ça ne vous empêche pas de prendre des notes, mais vous aurez les présentations aussi. oui, merci. Donc, pour continuer dans les références, parmi les facteurs prédisposants, donc le sexe est associé au non-recours aux services, tant le soutien professionnel que le soutien informel. Les hommes âgés de 15 à 29 ans ont une propension plus élevée que les femmes à ne pas consulter de professionnels de la santé, ni de ressources non plus. Les jeunes qui considèrent qu'ils n'ont pas un niveau élevé de détresse psychologique et ceux qui ne présentent pas de troubles de santé mentale ou qui ne savent pas qu'ils souffrent de troubles de santé mentale sont plus susceptibles de ne consulter aucune de ces ressources non plus et de ne pas aller de poser de questions, que ce soit formelles ou informelles. Les jeunes recherchent également de l'information sur la santé mentale à travers les réseaux sociaux. Ces médias font également partie de la catégorie des ressources qui sont informelles. C'est cependant difficile pour eux de discerner si l'information trouvée est valide et adaptée à leur situation. Souvent, ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui vont partager leur vécu, leurs émotions, et puis qui ne vont pas nécessairement aller faire des recherches sur ce qui est valide ou ce qui peut être plus comme professionnel. Donc, c'est comme facile d'aller trouver réponse à tes questions, mais que ça ne sera peut-être pas la bonne réponse qui va être trouvée à ce moment-là là, par les réseaux sociaux. Quand on parle d'anxiété chez les jeunes, bien, présentement, à partir de l'âge de 16 ans, il y a 50 d'entre eux qui présentent des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée à sévère. Et puis, il y a un jeune sur 4 qui a eu des idées suicidaires ou d'automutilation dans la dernière année. Les données ne se sont pas plus améliorées là, depuis 2020-2021. Ça a été sensiblement pareil. C'est un phénomène qui est en hausse, notamment chez les cégepiens. La pandémie a gravement nui à leur santé physique et mentale et même a diminué la motivation et l'envie, les apprentissages scolaires également. C'est vraiment important. Nous devons porter une attention particulière aux groupes de jeunes qui sont plus à risque de développer aussi une détresse psychologique. C'est également super important d'outiller les parents pour déceler les signes précurseurs de cette détresse-là parce que les chiffres sont vraiment très préoccupants présentement. Joël, oui. J'ai une question ici. Il y a quelqu'un qui dit que je ne suis pas sûre de comprendre de quel volet du sexe tu parlais. Pourrais-tu davantage spécifier, s'il vous plaît? Quelle section exactement pour le sexe? Je ne comprends pas la question. Peut-être que Julie pourrait préciser sa question. Oui. Il y a peut-être 2 diaporamas de ça. Ou un, là. J'ai comme mal suivi le changement, là, mais... OK. Attends un petit peu, je vais reculer. C'était-tu par rapport aux statistiques? Celui-là qui venait de passer, en fait. Celui-là? L'autre avant. Celle-là. Voilà, exactement ça. Voilà, celle-là. OK, attends un petit peu. Ce qu'on disait, en fait, c'est que c'était les hommes qui consultent moins que les femmes, qui vont moins consulter des professionnels ou des ressources informelles. En fait, c'est plus ça, la phrase. OK, donc ça n'avait pas rapport nécessairement avec le fait de gamer ou ça, oui? Non, pas nécessairement. C'est vraiment ce qui est plus typique. Ça va être que les hommes, ils ne vont pas consulter, puis les femmes vont aller chercher des réponses à leurs questions. OK, fait que c'est une formule générale. Oui, merci. Tout à fait. De rien. Donc, je vais retourner. Donc, je venais de parler de l'anxiété. Donc, ensuite, pour l'isolement chez les jeunes, donc l'isolement social, ça réfère à un manque d'interaction sociale en raison de divers facteurs socio-psychologiques ou physiques. Par exemple, lorsqu'une personne réduit sa participation sociale ou ses contacts avec d'autres personnes, qu'il en résulte de la solitude ou d'autres problèmes émotionnels ou physiologiques, c'est une carence en contact interpersonnel. L'isolement, ça peut amener de l'anxiété, ça peut amener différentes dépendances, des troubles alimentaires, des maladies mentales. L'isolement qui est subi, donc ça va conduire la personne à éprouver un sentiment de solitude, d'abandon ou de souffrance.
À l'inverse, l'isolement peut être recherché par la personne, généralement de façon temporaire, soit pour rechercher plus d'intimité, pour prendre ses distances d'une situation particulière, pour supprimer la sollicitation externe pour mieux se concentrer, par exemple, la rédaction d'un travail universitaire. Une exposition à long terme à ce type d'isolement peut également amener la personne à souffrir des mêmes symptômes que l'isolement subi, même si au départ, les caractéristiques n'étaient pas pareilles. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que il va y avoir un peu ces deux types d'isolement-là qu'on va retrouver chez les gamers. Donc, les gens qui vont s'isoler volontairement parce que ils vont vivre de l'anxiété, parce qu'ils vont vivre de l'intimidation, et puis qui vont un peu se cacher dans les jeux vidéo. Et puis, tandis qu'il y en a d'autres qui vont vraiment être isolés aussi pour différentes raisons, mais qui ne seront pas leur choix à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, ils cherchent à combler leurs besoins socio-affectifs. Puis pour y parvenir, ils se sont tournés vers Internet, vers les jeux, puis les plateformes d'échange avec les gens. Ça leur permet d'avoir accès à discuter en temps réel avec des êtres humains. Les jeux vidéo, ça peut aider certaines personnes à compenser des besoins relationnels déficitaires. Ça peut permettre de trouver un lien d'appartenance, de s'affirmer, de développer des compétences, rechercher du plaisir, fuir des situations problématiques. Donc, on peut, ce qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait d'isolement. Bref, les jeux, ça peut aussi constituer une façon pour la personne de se structurer. Il y a deux commentaires que j'ai ressortis. En fait, le premier commentaire, c'est provenant d'un jeune. Donc, qui dit « Des jeunes vont jouer à des jeux vidéo, ils vont se valoriser. » C'est comme une espèce d'affirmation aussi. Tu sais, la fille qui est potelée puis qui ne pogne pas, elle va s'affirmer, elle va se valoriser. Les phobies, on met ça de côté parce qu'on est dans un environnement où on est sécurisé et ça vient répondre à ces besoins-là. Donc, justement, les gens qui vivent de l'intimidation, qui sont plus anxieux, qui sont plus introvertis, qui ont de la difficulté à avoir des relations avec les autres, ça va être beaucoup plus facile pour eux d'y aller via soit les réseaux sociaux ou d'y aller via les jeux parce que tu es comme caché derrière un personnage, derrière un pseudonyme. Et puis, c'est plus facile à ce moment-là de s'affirmer et puis de s'exprimer aussi. Il y a un intervenant. Oh, oui. Excuse, Joël, il resterait à peu près 3 minutes. Oui, je me dépêche. L'intervenant qui dit le jeune avec qui je travaille, il fait partie d'une guilde à l'école, lui, ça ne fonctionne pas, il casse les pieds de tout le monde. Mais quand il fait partie de sa guilde et qu'il se retrouve avec eux autres, ben là, c'est merveilleux, puis il se réalise. Fait que c'est d'autant plus une partie importante aussi chez les gamers. Vite, les demandes d'aide des gamers, à quoi ça peut ressembler? Donc, dans la dernière année, à l'abri du gamer, on a répertorié un peu les données de ce pourquoi les gens ils venaient nous consulter. Donc, on remarque que la moitié des gens, en fait, sont venus consulter pour des problèmes d'anxiété. Donc, que ce soit nouveau ou que ce soit que leur truc ne fonctionne plus pour gérer leur anxiété. Ensuite, les problématiques de suicide, problématiques émotionnelles qui sont revenues beaucoup. Et puis, la consommation également. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que les gamers ils vont avoir aussi des problématiques. Mais on remarque que la cyberdépendance, par exemple, ne se trouve pas du tout dans ces données-là. Un dernier petit tableau que j'aimerais vous présenter, en fait, c'est une étude de marché qu'on avait faite. Donc, considérez-vous que le temps consacré aux jeux vidéo prend trop de place dans une journée? La plupart ont répondu non, chose que l'on s'attendait parce que c'est comme jamais assez de temps de toute façon. Et puis, une des dernières aussi, c'est si une ressource d'aide en santé mentale vous est offerte, est-ce que vous profiteriez de ce service? On a été quand même étonnés de voir la proportion des gens qui ont répondu non. Par contre, dans les réponses, c'était non, mais c'est intéressant à connaître. Pas pour le moment, mais ça pourrait être utile dans l'avenir. Je ne ressens pas le besoin, mais je reconnais la nécessité. Ou je pense que ça ne m'aidera pas, ou j'ai de la difficulté à me confier, ou j'accepte difficilement l'aide externe. Donc, ça peut ressembler un peu, voilà les réponses qu'on peut retrouver. Donc, ça fait un petit peu le tour pour ce qui est du portrait des gamers.
Donc, quelles sont les différentes plateformes? C'est ça qu'on va explorer plus en détail. On va parler de plateformes de communication. On va parler de plateformes visuelles, auditives, textuelles. Donc, visuel, un peu comme aujourd'hui, on est sur Zoom. Zoom va vous permettre de partager des images, de pouvoir se voir. Il y a aussi Google Meet, FaceTime chez les plus jeunes, Snapchat. On va parler de plateformes auditives, c'est-à-dire avec la possibilité de ne pas se voir, mais d'avoir du son sans caméra. Exemple, Discord est bien connu pour cela. Ou par exemple, un médium de communication dans un jeu vidéo. Ça veut dire on est en train de gamer, on peut se parler, mais on ne se voit pas parce qu'on est en train de jouer en même temps. Roll20, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle, est un exemple aussi. On va parler de plateformes textuelles, les fameux textos, messages textes, Messenger par exemple, qui est bien connu, mais aussi où est-ce qu'on peut mettre des images, mais qu'on ne va pas voir la personne, mais on va voir les messages, exemple Twitter, qui est un bon exemple. On va aussi parler de plateformes en direct, exemple Facebook Live, TikTok, les Instagram aussi, vidéos Instagram, les stories, YouTube Live ou Twitch, un peu comme en ce moment, et en rediffusion. Donc, rediffusion, ça veut dire qu'il y a un enregistrement qui a été fait, c'est rediffusé et les personnes peuvent quand même laisser des commentaires et il y a quand même une forme d'interaction. Donc, déjà, vous voyez que les médias sociaux, c'est assez complexe, hein? Il y a beaucoup de choses. Ça peut être visuel, auditif, en direct, en rediffusion, les deux, aucun. Donc, c'est facile quand même de se perdre à travers ça. Puis, ce qu'on veut retenir, c'est que quand on utilise un média social, soit pour interagir, communiquer avec les jeunes, ou pour connaître ceux que nos jeunes utilisent, il y a différentes informations qui sont importantes à prendre en considération. Quelle est l'utilité des médias sociaux? C'est sûr, bon, faut pas se détromper, ça reste que l'objectif principal, c'est quand même marketing. Par contre, si on enlève cette partie-là, sous-jacent à ça, la principale utilité, c'est la communication. Et c'est pour ça que ces formes de technologie sont devenues de plus en plus importantes dans les dernières années, notamment avec la pandémie, parce que c'est exactement ça qui a été limité. Joël en parlait bien tout à l'heure par rapport justement à tout ce qui est au niveau social et l'isolement. La communication est très importante, surtout dans le développement social affectif des jeunes et des adolescents. Alors, à ce moment-là, les jeunes vont se tourner vers les médias sociaux, les adultes aussi, mais ça devient un élément central de leur vie. Donc, un outil de communication, un moyen de vivre des activités, de socialiser. Donc, les médias sociaux vont servir à plusieurs choses. Ils vont servir à faire du réseautage, autant réseautage professionnel, comme sur LinkedIn, mais autant du réseautage entre amis ou entre collègues au travail ou entre gangs sportives. Ça va servir à faire des publications, ça veut dire s'exprimer, hein, partir des blogs, partir des stories. Ça va servir à collaborer. Ça va servir à partir des projets collaboratifs à l'international, à distance. Le jeu vidéo est inclus là-dedans aussi. Ça va servir à discuter. Ça veut dire soit en direct, en rediffusion, parler avec des gens qu'on connaît en vrai ou qu'on ne connaît pas nécessairement. Et ça va permettre de, comme je mentionnais, laisser aller une créativité, autant sous forme de projet sérieux ou de juste pour le plaisir de faire quelque chose. Donc ici, c'est toutes différentes sortes de médias sociaux ou plateformes qui sont utilisées dans ces objectifs-là. La communication. Maintenant, c'est quoi les effets des médias sociaux? On va parler bien sûr d'effets positifs, mais il y a aussi des effets négatifs. Je vais commencer avec les effets négatifs parce qu'on les connaît beaucoup. Dans la littérature scientifique, c'est surtout eux qui sont mis de l'avant parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on va d'abord avoir peur de la nouveauté, on va avoir une réticence avant de voir les effets positifs. Donc, baisse de qualité de sommeil, moins d'activité physique si on est devant l'ordi, devant son cellulaire, parfois la difficulté de concentration sur certaines tâches. Je ne sais pas, vous avez déjà essayé de vous concentrer à travailler sur un document tandis que vous écoutez de la musique puis que vous êtes en train de faire autre chose, regarder une vidéo YouTube en même temps. C'est utile de se concentrer. Mais aussi, il peut y avoir une augmentation des symptômes anxieux et dépressifs chez 12 à 14 % des utilisateurs, ce qui n'est pas nécessairement très grand.
là, c'est les données générales. Les effets positifs, amélioration des relations interpersonnelles, parce que oui, les médias sociaux servent justement à communiquer, augmentation des liens et des interactions sociales, et exprimer son point de vue, ce qui est un élément très important chez les jeunes et les adolescents qui sont en pleine construction de leur identité. Maintenant, on parle des médias sociaux, mais c'est quoi les tops de médias sociaux, ceux qui sont les plus utilisés? Encore aujourd'hui, c'est Facebook avec 70%, suivi d'assez près de YouTube, 64%, et de Instagram, qui est beaucoup plus bas, mais qui est en train de se construire tranquillement une place, mais qui est quand même de plus en plus utilisé par les jeunes, mais aussi par les entreprises. Donc, les utilisateurs, on le voit ici dans les données que c'est très, très proche, là. Peu importe les groupes d'âge, on est dans les adultes, mais peu importe les groupes d'âge, c'est assez proche. Et on va voir que les principaux utilisateurs, et ça, c'est surprenant, ça reste que c'est niveau collégial universitaire. Puis Joël en parlait tout à l'heure au niveau collégial aussi. Donc, une des raisons aussi un peu le pourquoi, c'est que les jeunes, en fait, les jeunes qui sont arrivés en même temps que la popularisation des médias sociaux sont rendus maintenant des jeunes adultes au niveau du collège. Donc, ils ont vécu avec l'utilisation des technologies des médias sociaux, ça fait partie de leur quotidien. On pourrait refaire la même étude dans 10 ans et sûrement que les pourcentages seraient différents. Quels sont les différents médias sociaux? Je vais passer quand même rapidement sur les différents médias, mais c'est pour vous montrer la diversité de médias sociaux qu'il y a et quel est leur public cible, justement. Donc, le premier, si on commence avec le top 1, nous avons Facebook, qui, depuis fin octobre 2021, est appelé Meta. Donc, sous Meta, il y a Facebook, Messenger et Instagram. Ça permet de partager du contenu de tout genre, photos, vidéos, messages, entreprises, etc. Donc, ça pourrait être intéressant, on n'a pas le temps, mais ça pourrait être intéressant parmi vous tous de faire un petit sondage. Combien parmi vous n'ont pas Facebook ou ne connaissent pas Facebook? J'ai l'impression que ça risque d'être très minime. On verra. Deuxièmement, YouTube. YouTube permet de faire des clips vidéo et des rediffusions gratuits et qui sont bien accessibles à tous. Donc, c'est beaucoup utilisé de plus en plus par les jeunes. J'ai beaucoup en pratique clinique de jeunes qui utilisent YouTube pour faire des vidéos de maquillage, de danse, etc. Instagram, qui est surtout une application mobile, donc sur le cellulaire, qui permet de faire des partages de photos avec des filtres, des trends populaires, des vidéos assez courtes. Messenger, donc qui est l'outil textuel de Facebook, mais qu'on peut aussi, depuis récemment, faire des vidéos chat, organiser même des conférences avec nos amis en ligne. WhatsApp, qui est à ce jour dans mes clients, par exemple, la plateforme mobile d'appel la plus utilisée par les jeunes adolescents. Donc, pas nécessairement Facebook, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de WhatsApp, très populaire, les jeunes, les ados, moyen de communication et a été beaucoup valorisé dans les dernières années pour les travaux scolaires. Donc, j'ai beaucoup de jeunes qui utilisent pour faire leurs devoirs avec leurs amis. Donc, c'est assez intéressant. Ça favorise d'une certaine manière l'organisation dans les devoirs. TikTok, qui est la nouvelle fureur en ce moment, une application mobile très populaire chez les jeunes, les ados, des courtes vidéos avec de la musique, des effets spéciaux, ça permet vraiment de laisser aller sa créativité. Et bien sûr, ça permet de faire aussi des trends populaires, ça veut dire des thématiques populaires très utilisées, de plus en plus utilisées aussi pour faire des vidéos éducatives. Snapchat, une autre application mobile, mais ici pour prendre surtout des photos, des vidéos très courtes, des discussions spontanées, mais le petit côté, c'est que ça permet de les effacer au fur et à mesure, beaucoup utilisé par les jeunes et les ados. Au départ, il y a eu une polémique parce que c'était utilisé pour un peu de l'hypersexualisation et autres, mais avec un encadrement, ça peut être un bon outil aussi. Les ados aiment bien cet outil-là parce qu'il y a un aspect privé par rapport aussi aux parents. Maintenant, dans les moins connus, on a Pinterest,
qui est moins utilisé par les enfants. On parle plus de femmes adultes. Ça permet de faire des tableaux, d'épingler des photos et beaucoup connu pour les do-it-yourself, mode, cuisine, etc. Et Reddit, qui est un site d'actualité avec des photos, des buzz populaires, mais surtout utilisé par les 18 ans et plus parce que c'est facile de se perdre dans ce contenu-là qui est beaucoup moins encadré pour les jeunes. Twitter, partager des courts messages avec photos. On parle ici d'une utilisation beaucoup plus concentrée pour le milieu professionnel, un peu comme LinkedIn, parce que c'est juste du texte, c'est de l'écriture, c'est moins coloré, c'est moins attirant pour les jeunes. Et Discord, qui est beaucoup utilisé par les gamers, le jeu vidéo, parce que ça permet de justement de communiquer par vocal seulement pendant qu'on game. Ça permet de créer aussi des salons de discussion. C'est un outil aussi qui est beaucoup utilisé par les jeunes qui le connaissent, qui connaissent les jeux vidéo et qui veulent créer des groupes de discussion avec leurs amis, avec les serveurs privés, entre autres. Il nous resterait autour de 3 minutes de ça. Super. Alors, maintenant, c'est quoi être un streamer? Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, comme je le mets, Twitch est une plateforme de diffusion en direct. Ça veut dire que ça permet de chatter avec les gens. Donc, les gens nous écrivent, regardent ce qu'on fait. Exemple, nous regardent jouer à des jeux vidéo, regardent une conférence, etc. Et les personnes qui sont gamers ou les personnes qui présentent sur Twitch vont être ce qu'on appelle des streamers. Donc, les streamers permettent de faire plein de choses. C'est surtout connu, ça a été popularisé pendant la pandémie pour l'aspect gaming. Ça veut dire on joue à des jeux vidéo, on regarde une personne jouer puis on interagit. Mais c'est aussi de voir tout le potentiel. C'est aussi utilisé pour discuter, pour faire de la création, pour faire de la diffusion de contenu, de formation, d'enseignement sur toutes sortes de thématiques. Donc, qu'est-ce qui est utilisé par les streamers, notamment Twitch, qui est beaucoup populaire en Amérique du Nord, mais il y a toutes sortes aussi d'autres réseaux et communautés qui sont utilisés. Twitch, en fait, on va vous en parler un peu plus en détail, notamment l'Abri du Gamer l'utilise pour leurs interventions. Alors ici, qu'est-ce qu'un gamer? Un individu dont sa passion et ses intérêts est de jouer à des jeux. Et j'inclus ici jeux de rôle, jeux de société, grandeur nature, tout ce qui est un jeu. Et ce qu'on va appeler un jeu, c'est un système, en fait, qui, à l'aide d'un dispositif audiovisuel ou technologique, qui raconte une histoire. Donc, on raconte une histoire, on interagit avec le jeu et on interagit aussi parfois avec les autres joueurs. Ce qui fait en sorte que c'est un aspect très communicationnel, socialisation, interaction. Ça permet beaucoup de faire d'apprentissage sous-jacent au jeu, notamment le jeu vidéo. Je vous présente ça, je ne vais pas vous le dire en détail, mais c'est juste regarder le nombre de styles de jeux vidéo qu'il existe. Donc, souvent, on a l'impression qu'il y a les bons, les mauvais jeux vidéo, mais on se rend compte qu'il y a toutes sortes de jeux vidéo. Ce qui fait en sorte que souvent, ce que je mentionne, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais jeux vidéo, mais on va surtout parler de jeux bien ou moins bien adaptés. Et ici, je vais passer rapidement sur cette partie-là, mais c'est de voir que autant Minecraft que Grand Theft Auto, qui sont deux jeux totalement différents, peuvent être adaptés selon l'âge de l'enfant, selon les besoins, selon l'attitude ou le tempérament. Et on veut garder ça en tête quand on fait de l'intervention avec les jeunes, de garder en tête que si eux, ils aiment quelque chose, un média social, une plateforme ou un jeu vidéo, on va essayer plutôt de comprendre le pourquoi plutôt que de tout de suite dire si c'est bon ou mauvais. Parce qu'il y a toujours un apprentissage, il y a toujours un gain pour le jeune lorsqu'il va utiliser un jeu vidéo, par exemple, ou un média social. Et je termine là-dessus.